merci voilà, de venir voilà, écouter un peu voilà, le résultat de 4 ans de travail, puisque comme l'a justement dit Amandine Orsini, c'est ma thèse en fait qui a servi de base pour ce livre. Ma thèse que j'ai soutenue donc à Sciences Po à Paris il y a 2 ans maintenant, en 2020, et dans laquelle je m'intéressais à la prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques par les forces armées de manière générale. En m'intéressant plus particulièrement à 2 cas d'études, donc c'est pour ça que l'ouvrage n'est pas exclusivement européen, le cas de la France et le cas des États-Unis. Donc c'était une perspective plutôt France-États-Unis plutôt que intra-européenne. L'objectif étant de montrer comment les forces armées réfléchissent aux enjeux environnementaux et climatiques, et finalement est-ce qu'aujourd'hui on se dirige vers une approche plus sécuritaire de ces enjeux, non seulement en France et aux États-Unis, mais aussi plus généralement à l'international. Qu'est-ce qui m'a, enfin, un sujet de thèse c'est toujours un peu personnel, mais qu'est-ce qui m'a poussé à travailler là-dessus? Déjà, l'urgence climatique, l'urgence écologique. On sait aujourd'hui que la crise écologique globale, elle aura des impacts extrêmement importants sur nos sociétés, ne serait-ce que des impacts en termes de sécheresse, en termes de canicule, comme on peut les expérimenter chaque été, des événements météorologiques extrêmes aussi qui touchent de plus en plus nos sociétés. Et j'ai constaté que les forces armées aussi commençaient à s'intéresser à ces sujets parce qu'elles croient, et peut-être à juste titre, pardon, excusez-moi. Je vais parler comme ça va être plus facile, voilà. Ça vous soulage? Bon, ça va, je vais me débrouiller. Donc du coup, je disais, oui, les forces armées sont aussi très conscientes que les crises climatiques, la crise environnementale aura des impacts aussi sur nos sociétés. Et ce qui les intéresse, bien sûr, ce sont les impacts en termes de sécurité. Donc je vais maintenant dérouler ma présentation, parce que là c'était l'affiche de l'événement. Alors voilà le titre de l'ouvrage, donc un titre qui reprend le titre de ma thèse, donc l'environnement et le climat dans les politiques de défense en France et aux États-Unis, et le titre principal c'est Guerre et écologie, pour bien mettre en lumière le lien qui peut exister aujourd'hui au sein notamment des forces armées entre les questions de sécurité et les questions environnementales au sens large. L'image est volontiers provocatrice aussi, l'image de couverture. Vous avez un tank qui est représenté sous forme de feuille pour montrer qu'aujourd'hui, voilà, on était dans des débats qui au début étaient très séparés. D'un côté les questions de défense, de l'autre les questions environnementales. Aujourd'hui, de plus en plus, on constate que les deux coexistent, voire que souvent les questions sécuritaires s'accompagnent régulièrement de réflexions environnementales et que les questions environnementales sont abordées de manière de plus en plus sécuritaire aussi. Donc il y a vraiment une fusion entre les deux que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qui aujourd'hui nous donne des indications que la crise climatique elle est interprétée en termes sécuritaires? Déjà, si vous regardez un petit peu les déclarations des hauts gradés ou des commandants militaires ou même des responsables politiques de haut niveau, on a de plus en plus une rhétorique martiale quand il s'agit de parler du changement climatique et des bouleversements environnementaux. Si je prends 2 cas d'études, enfin le cas d'étude de ma thèse, donc les États-Unis, vous avez le secrétaire de la Défense aujourd'hui qui s'appelle Lloyd Austin, qui est le secrétaire à la Défense de l'administration Biden, qui a déclaré que le changement climatique était un enjeu de sécurité nationale. Voilà. Il a fait un lien très puissant entre la sécurité des États-Unis et le changement climatique. Chose qui était pas vraiment le cas auparavant. Voilà, on est dans une évolution assez récente de liens vraiment très forts entre ces deux éléments. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, donc quand même l'institution la plus importante en termes de sécurité internationale que nous avons au niveau international, ça fait depuis 2007 maintenant qu'on a des débats sur les implications sécuritaires du changement climatique. Et très récemment, donc à la fin de l'année dernière, il y a même une résolution qui a failli être adoptée pour anticiper les effets sécuritaires du changement climatique. Donc aujourd'hui, même dans une organisation internationale aussi importante que le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce lien est fait entre bouleversements écologiques, bouleversements environnementaux et enjeux de sécurité. J'imagine que ça peut vous surprendre. Ça peut vous surprendre parce que historiquement, si on regarde d'un côté les mouvements écologistes et de l'autre côté le secteur de la défense, on ne peut pas dire qu'on soit dans une forte compatibilité entre les deux. Traditionnellement, le mouvement écologiste, c'est un mouvement pacifiste, voire antimilitariste. Pensez notamment dans les années 70 aux manifestations contre l'implantation des centrales nucléaires. Ça a été le cas en France, ça a été le cas ailleurs aussi. Pensez aussi au mouvement contre les essais nucléaires,
les essais nucléaires que la France conduisait dans le Pacifique, hein, et on avait l'exemple du Rainbow Warrior que vous connaissez peut-être, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Oui, du Rainbow Warrior. Donc ce navire de Greenpeace qui a été coulé par les services de renseignement français, justement parce qu'il se mettait dans une zone où devaient avoir lieu des essais nucléaires en Polynésie française. Donc les mouvements écologistes ont souvent eu ce désir de s'opposer à la militarisation du monde, parce que la militarisation du monde avait des conséquences écologiques très lourdes. J'ajouterai un mouvement français qui est peut-être un peu moins connu par ma génération et la vôtre, mais qui a été très important historiquement, c'est le mouvement du Larzac. Le mouvement du Larzac, c'est un mouvement écologiste contre l'extension d'un camp militaire dans le centre de la France. Et ça a été le point de rencontre des mouvements écologistes, des mouvements pacifistes, autour d'un très fort antimilitarisme. Donc il y a un très fort antimilitarisme qui s'est développé à cette époque-là, parce qu'il était considéré, sans doute à juste titre, que la militarisation du territoire, c'était aussi un problème écologique. Voilà. Le fait d'étendre les activités militaires sur le territoire, c'est aussi problématique d'un point de vue écologique. Pensez aux effets des activités d'entraînement sur les écosystèmes, sur la biodiversité, sur tous ces enjeux. Voilà, donc si on prend guerre et écologie dans une perspective historique, les deux dimensions apparaissent comme quand même complètement opposées. Voilà, on a des mouvements écologistes, pacifistes, antimilitaristes, et un secteur de la défense qui, de l'autre côté, fait très peu cas des problématiques écologiques, voire, pour parler franchement, s'en fiche complètement pendant de très nombreuses années. Alors comment est-ce qu'on en arrive à aujourd'hui cette fusion, disons, entre les enjeux sécuritaires et les enjeux environnementaux, dans les discours en tout cas des grands décideurs? Alors en relations internationales, je ne sais pas si vous l'avez abordé dans ce cours encore, on a tout un courant qui s'appelle les études critiques de sécurité. Donc, on a les études de sécurité puis les études critiques de sécurité, où on s'intéresse justement à la construction des discours sécuritaires. Ça tombe bien, il y a une sirène en fond. On s'intéresse à la construction des problèmes sécuritaires par les acteurs, notamment militaires, mais aussi plus généralement les acteurs sociaux. Et il y a trois manières d'étudier la construction de ce discours sur la sécurité et l'environnement. Trois manières de montrer comment ces deux discours se sont à un moment donné assemblés. Vous avez une approche traditionnelle qui considère qu'on a eu une sécurisation de l'environnement, c'est-à-dire que historiquement vous pouvez trouver des exemples d'acteurs de la sécurité qui ont construit l'environnement de manière sécuritaire. Pour cela, ils se sont positionnés sur le sujet par des déclarations extrêmement fortes que l'on appelle des actes de langage. Ils ont formulé des actes de langage qui ont créé une nouvelle réalité où on ne peut plus aborder les enjeux environnementaux sans parler nécessairement de la sécurité. Donc ce processus de sécurisation de l'environnement, il aurait eu lieu, si on l'interprète, disons, dans les années 90-2000, et il est étudié en particulier par des auteurs comme Rita Floyd, Matt McDonald, Lucille Martins ou Simon Dalby, qui montrent ce processus de sécurisation de l'environnement, donc d'appropriation de l'environnement par les acteurs de la sécurité. Vous avez une autre manière d'étudier ces discours sécuritaires sur l'environnement qui, à l'inverse, s'intéresse à l'environnementalisation de la sécurité, voire à la climatisation de la sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas nécessairement les acteurs militaires qui se saisissent, ou les acteurs de la sécurité qui se saisissent, qui s'approprient les enjeux environnementaux et qui en font la démonstration, qui le font à travers des actes de langage. Vous avez aussi une thématique environnementale et climatique qui devient tellement importante, qui prend tellement de place dans les relations internationales que les acteurs sont en quelque sorte contraints de reformuler leur centre d'intérêt dans des termes environnementaux et climatiques pour conserver une certaine influence dans les affaires publiques. Pensez aujourd'hui à l'importance que le changement climatique a pris en relations internationales. On n'a pas de mal à penser que la thématique climatique se diffuse aussi dans certains secteurs d'action publique et le secteur de la défense ne fait pas exception. Donc à l'inverse, ce ne sont pas les acteurs de la défense qui vont se saisir de la thématique, c'est la thématique qui en quelque sorte vient à eux et qui les conduit à reformuler leur centre d'intérêt dans des termes climatiques ou environnementaux. Si vous êtes intéressé par cette théorie de la climatisation, c'est un chercheur qui s'appelle Stéphane Aykut qui l'a développé particulièrement, qui a peut-être été évoqué dans le cours, qui avait écrit un gros ouvrage sur les négociations internationales et le climat. Et lui montre qu'aujourd'hui, les acteurs de la sécurité d'ailleurs ne sont pas les seuls à climatiser leur centre d'intérêt. Bon, les fondations philanthropiques aussi le font, les acteurs privés le font également.
Si je vous demande un exemple d'acteur privé qui aujourd'hui climatise énormément ses centres d'intérêt, qui essaie vraiment de montrer son engagement dans le domaine climatique, une grande multinationale par exemple. Alors chez les fondations philanthropiques, on a effectivement la fondation Bill et Melinda Gates aujourd'hui. À la COP26, il y a quelqu'un qui est arrivé en jet privé, qui a fait un grand discours, qui est reparti, un peu comme le montre son modèle économique de livraison de colis, et là je vous donne des indications. Amazon. Voilà, Amazon aujourd'hui, si vous regardez ce qu'ils font, c'est précisément ça. Ils climatisent leur centre d'intérêt au risque parfois de ce qu'on a pu appeler du greenwashing aussi, d'accord, le fait de colorer en vert ces activités pour des buts marketing aussi. Donc aujourd'hui, le changement climatique se diffuse dans différents espaces sociaux, se diffuse dans différents secteurs, et on pourrait considérer que le secteur de la défense ne fait pas exception. Et enfin, il y a une dernière approche qui est plus récente, et dans laquelle je m'inscris un petit peu aussi, qui est la riskification du changement climatique. Aujourd'hui, on serait passé, disons, d'une approche en termes de risque, voilà, plutôt qu'une approche en termes de menace. C'est-à-dire qu'on considère que le changement climatique, ce n'est pas une menace en soi, c'est un multiplicateur de menaces, voire un multiplicateur de risques. C'est une approche extrêmement intéressante, puisqu'elle multiplie les possibilités de construire des discours sécuritaires sur le changement climatique également. À partir du moment où vous dites que le changement climatique est multiplicateur de risques, vous ouvrez la porte à une association du changement climatique avec énormément de risques sécuritaires, avec des liens plus ou moins ténus, comme le terrorisme, comme les migrations, comme différents enjeux. Mais voilà, ce n'est pas non plus le centre de mon propos aujourd'hui, donc j'évoque juste ce concept qui a nourri aussi ma réflexion. Et donc, qu'est-ce que j'essaye de faire dans cet ouvrage, plus spécifiquement ? Mon but, c'est de compléter un peu toutes ces approches. Voilà, mon but, c'est de compléter toutes ces approches. Et comment je compte faire ça ? C'est en entrant vraiment dans les organisations de défense. Mon enquête, elle a consisté à interroger des responsables à l'intérieur des organisations de défense pour voir comment ils s'approprient les enjeux environnementaux et climatiques, quels sont les bureaux et les services qui se sont appropriés ces enjeux, et très précisément, quelles sont les pressions normatives qu'ils ont subies, quelles sont les interprétations qu'ils ont faites de ces enjeux, afin d'identifier un peu comment tout ça s'est construit historiquement, au sein des organisations. Et bien sûr, ça a donné lieu à un certain nombre de doctrines et de stratégies que j'évoquerai au cours de cette présentation. Donc, le livre, il entend faire un lien entre vraiment une sociologie de l'action publique, donc des organisations de défense, et montrer les effets que cela produit sur la politique de défense, et potentiellement au niveau international également. Donc il y a ce lien entre intérieur des organisations et production d'une politique de défense en matière environnementale et climatique dans ce contexte. Ça va pour l'instant ? Ouais. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre, hein. C'est pas un problème. Alors dans le livre, comment est-ce que je l'ai structuré ? Alors j'ai essayé de montrer 3 grandes manières de s'approprier les enjeux environnementaux et climatiques au sein de la défense. Historiquement, ce que j'ai trouvé dans mon enquête, c'est que la première manière dont les organisations de défense se sont saisies des enjeux environnementaux, c'est à travers une question de protection de l'environnement. Donc, la première thématique environnementale qui a été incorporée par les organisations de défense, c'est la protection de l'environnement. Et ça a donné lieu à une nouvelle politique publique, une politique environnementale de défense. Cette politique environnementale de défense, elle est inscrite à l'intérieur des organisations, mais elle produit aussi des effets, à vos souhaits, en opérations extérieures. Vous retrouvez aujourd'hui dans la plupart des doctrines des forces armées contemporaines des mentions de la protection de l'environnement en opérations extérieures. Quelque chose qui n'existait pas auparavant. Vous trouvez aujourd'hui dans le Pentagon Law of War Manual, vous trouvez dans la doctrine interarmée française, vous trouvez même au Canada dans la doctrine stratégique canadienne, vous trouvez l'environnement et la protection de l'environnement explicitement mentionnés comme des enjeux importants en opérations extérieures. Et moi, ça m'a surpris. Pourquoi les militaires, aujourd'hui, s'intéressent-ils à la protection de l'environnement et pourquoi est-ce qu'ils en font un enjeu en opérations extérieures au moment où ils sont chargés de tuer leurs ennemis, de détruire leurs infrastructures et éventuellement donc d'utiliser ces destructions pour gagner la guerre. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction finalement ? Et comment est-ce qu'ils résolvent cette contradiction ? Donc j'ai fait un petit historique, encore une fois. Comment est-ce que la protection de l'environnement est devenue un enjeu pour les organisations de défense ?
ce ne sont pas eux, en fait, qui se sont appropriés la thématique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La thématique, elle leur a été imposée de l'extérieur par des personnes qui ont subi les pollutions de guerre, qui ont subi les dommages écologiques des conflits armés. Et donc j'ai essayé de faire une liste des mobilisations qui ont essayé de responsabiliser les organisations de défense en matière écologique et de faire peser sur elles une exigence de justification en matière écologique. Ça m'a conduit à explorer 2 cas d'études en particulier. Dans le cas de l'armée américaine, elle a été mise en accusation pour 2 armes qu'elle a utilisées au Vietnam en particulier, le napalm et l'agent orange. Vous connaissez tous et toutes le napalm, j'imagine, les effets du napalm. Est-ce que vous connaissez l'agent orange? Vous en avez déjà entendu parler? Oui, certains non, certains oui. L'agent orange, c'est un herbicide qui a été utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam pour faire tomber le couvert végétal de la jungle vietnamienne et améliorer la visibilité des troupes. C'était ça l'objectif opérationnel de l'utilisation de l'agent orange. Parce que les Américains étaient très embêtés par cette jungle dense où les Vietnamiens se dissimulaient pour tirer sur les troupes américaines. Donc l'agent orange servait à, comme un herbicide, servait à détruire tout ce couvert végétal pour améliorer la visibilité. Le problème avec l'agent orange, c'est qu'on s'est très vite rendu compte que non seulement il avait causé des dommages écologiques importants, c'est-à-dire qu'il polluait très largement la jungle vietnamienne, mais il avait aussi des effets sanitaires extrêmement lourds. Les victimes de l'agent orange ont expérimenté des cancers, leurs enfants ont subi des malformations. Donc c'est un herbicide qui a pollué pendant des décennies de grandes parties de la jungle vietnamienne et du territoire vietnamien. Donc ça c'est un premier exemple. Et qu'est-ce qui a fait que les forces armées ont dû s'intéresser à ça? Et ben, après la guerre du Vietnam, vous avez une mobilisation des vétérans américains. C'est-à-dire que vous avez des soldats américains qui eux aussi ont des cancers, qui eux aussi ont des problèmes de santé liés à l'utilisation de l'agent orange, qui vont porter plainte contre le Pentagone. Tout simplement utiliser les tribunaux militaires pour dire que ce n'est pas normal que l'on ait dû manipuler l'agent orange et qu'on ait aujourd'hui des pathologies lourdes. Et vous avez aussi des victimes vietnamiennes, donc des civils la plupart du temps, qui vont porter plainte contre les États-Unis, contre le gouvernement américain, devant des tribunaux internationaux. Et tout ça va faire une forme de pression, bien sûr, une forme de pression sur l'armée américaine, une forme de pression sur le gouvernement américain. À tel point que les États-Unis vont devoir compenser les vétérans. Les vétérans américains vont toucher de grandes compensations, de lourdes compensations pour les effets sanitaires de l'agent orange. Et pour les victimes vietnamiennes, il n'y a pas eu de compensation, parce que le Pentagone ne s'est pas prononcé là-dessus. Mais il y a une opération en ce moment de réhabilitation écologique de ces zones-là qui est en partie financée par les États-Unis. Donc tout ça pour vous dire que, historiquement, si vous regardez les années 70, 80, 90, vous avez une montée des pressions pour que les militaires prennent en compte l'impact écologique des conflits armés. Et les organisations de défense donnent l'impression d'être sourdes au début à ces revendications, mais à la fin de la guerre froide, dans les années 90, vous avez les premiers manuels qui intègrent cette dimension-là dans les doctrines en opérations extérieures. Donc on commence à avoir une problématisation de la protection de l'environnement à cette époque-là. Je rajoute quelque chose. À cette époque, on commence à parler d'un concept que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le concept d'écocide, de crime environnemental. À l'époque des protestations contre l'agent orange et contre les effets de l'agent orange, vous avez une tentative de la part de certains juristes de faire reconnaître l'écocide comme crime de guerre. Donc, la destruction environnementale serait reconnue comme crime de guerre à part entière. C'est un débat qui aujourd'hui suit son cours et on a des signaux positifs de la Cour pénale internationale récemment pour reconnaître justement l'écocide comme crime contre l'humanité. Donc cette mobilisation contre l'agent orange, elle va peut-être avoir aussi des effets plusieurs décennies après, avec l'inscription de l'écocide comme crime de guerre potentiellement. Mais bon, en tout cas, c'est toujours pas le cas. C'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et comment est-ce que les forces armées vont répondre? Alors j'ai commencé à le dire, comment est-ce qu'elles vont répondre à ces revendications? Donc elles vont compenser les victimes, ça je l'ai déjà dit, elles vont compenser les vétérans. Elles vont être contraintes de réhabiliter aussi les territoires pollués, et l'armée américaine va le faire au Vietnam. Quand je dis qu'elles sont contraintes, je ne dis pas qu'elles sont contraintes légalement, mais moralement et d'un point de vue éthique. C'est-à-dire que pour se présenter comme vertueuses, elles vont
se sentir obligés de faire cette opération de réhabilitation. Et là, on est dans le cas américain, mais on a aussi le cas français. Dans le cas français aussi, on commence à parler de compensation et de réhabilitation à la fin de la guerre froide pour une toute autre raison. Qu'est-ce qu'a fait la France dans le cadre de ses opérations de dissuasion nucléaire? Elle a fait énormément d'essais nucléaires aussi de son côté. Dans le Pacifique, en Algérie. Et de la même manière qu'il va y avoir une mobilisation des vétérans et des victimes de l'agent orange, il va y avoir une mobilisation des vétérans de l'armée française et des victimes des retombées radioactives contre l'état-major français pour reconnaître leur statut de victime des essais nucléaires. Donc dans le même temps, à peu près contemporain de l'agent orange, vous avez des vétérans français qui se mobilisent et qui se regroupent pour protester contre les pathologies qu'ils subissent en raison de leur exposition aux substances radioactives. Et vous avez des civils dans le Pacifique, notamment, des Polynésiens principalement, des associations polynésiennes, qui vont militer pour une compensation pour les pathologies qu'ils subissent en raison des essais nucléaires français. Et ça va donner lieu à une mesure qui est importante, c'est ce qu'on a appelé le milliard Chirac. C'est-à-dire que Jacques Chirac va consacrer 1 milliard d'euros annuellement, 1 milliard de francs pardon, à l'époque annuellement, pour la compensation des victimes polynésiennes des essais nucléaires français. Donc il faut bien comprendre qu'on est dans une période de forte critique des effets environnementaux des opérations militaires, et ça a des effets, encore une fois, que je le rajoute, sur la reconnaissance de la guerre comme catastrophe écologique, comme potentielle catastrophe écologique, et donc un changement doctrinal avec l'inscription des pollutions militaires dans les manuels d'opérations extérieures. Mais est-ce que, finalement, l'armée pollue uniquement en opérations extérieures? Bon, bien sûr que non, d'accord, bien sûr que non. L'armée, c'est aussi des entraînements, c'est aussi une industrie, et donc vous avez aussi, à la fin de la guerre froide, une réflexion qui s'enclenche sur l'impact environnemental des forces armées sur le territoire national, c'est-à-dire pas uniquement en opérations extérieures, mais aussi sur le territoire national. Et le contexte de la fin de la guerre froide, j'insiste bien dessus, parce que pendant très longtemps, les organisations de défense sont exemptées de la plupart des réglementations environnementales. Pendant la guerre froide, le Pentagone ou le ministère de la Défense en France ne sont pas concernés par la plupart des lois qui sont votées sur la protection de la biodiversité, sur la réduction des pollutions, etc. Ils ont un régime d'exemption qui est justifié par le contexte de guerre froide, par le contexte de protection de la sécurité nationale. Et depuis la fin de la guerre froide, cette exceptionnalité a commencé à chuter progressivement, et les armées sont concernées par de plus en plus de normes qui vont les contraindre de prendre en compte l'empreinte écologique de leurs activités, y compris sur le territoire national. On pourrait multiplier les exemples. Aux États-Unis, la dépollution des terrains militaires, ça a coûté des milliards et des milliards d'euros au gouvernement fédéral. Parce que pendant la guerre froide, vous avez de larges portions du territoire américain qui ont été contaminées par l'utilisation, le test de produits chimiques, par le test de produits de munitions également, qui ont dû être traités à la fin de la guerre froide, et le Pentagone a dû consacrer des milliards à ces opérations de décontamination. Sachant qu'on est dans un contexte de forte réduction budgétaire, et que c'est un coût qui est non négligeable pour des armées qui ne sont plus à des niveaux budgétaires qu'elles avaient pendant la guerre froide. Donc vous avez aussi, et ça a été écrit dans plusieurs livres, que je liste ici, toute une politique environnementale de défense qui s'intéresse à la gestion écologique des installations militaires sur le territoire national. Donc toute cette première partie que je voulais vous présenter, c'est pour vous dire que la protection de l'environnement aujourd'hui, ça a été intégré dans le cadre des organisations de défense par des pressions issues de groupes et de mobilisation de victimes, mais aussi par une évolution à l'intérieur des pays, des législations environnementales qui ont mis fin, partiellement en tout cas, à l'exceptionnalité des affaires militaires en matière écologique. Il y a beaucoup de travail à faire aujourd'hui encore, de manière très large, on le voit avec la guerre en Ukraine, la guerre pollue énormément aujourd'hui, la guerre est une catastrophe écologique encore. Mais dans les armées occidentales, cet impératif de protection de l'environnement en opérations extérieures, il est toujours très présent dans les doctrines que vous pouvez consulter aujourd'hui. Alors je ne sais pas, sous le contrôle de votre professeur, combien de temps il me reste exactement. On est bien? Bon, on est plutôt bien. Donc, la deuxième grande thématique écologique que les armées ont intégrée, en plus de la protection de l'environnement, c'est la durabilité et la soutenabilité de leurs activités.
Alors, qu'est-ce que c'est la soutenabilité? Qu'est-ce que c'est la durabilité? Est-ce que vous l'avez étudié en cours? Non, pas encore. Bon, ça sera plus tard sans doute. Le développement durable, c'est une notion qui a vu le jour dans les années 80, à la fin des années 80, début des années 90, avec un rapport qui s'appelle Our Common Future, qui s'appelle le rapport Brundtland. Le rapport Brundtland donne naissance à la notion de développement durable. Qu'est-ce que c'est que la notion de développement durable? C'est faire en sorte que nos activités présentes n'auront pas d'impact sur les générations futures. C'est protéger les générations futures contre nos activités dans le présent. Le problème principal du développement durable, en tant qu'idée écologique ou que concept écologique, c'est qu'elle croit que le développement économique est compatible aussi avec la protection de l'environnement, dans une certaine dimension. C'est-à-dire que vous pouvez vous fixer des objectifs de durabilité qui n'iront pas à l'encontre, en réalité, de vos activités. Et les acteurs économiques ont énormément poussé pour cette notion de développement durable, parce qu'elle entretenait une certaine croyance toujours dans le développement économique, dans la croissance économique, etc. Elle ne remettait pas en cause, en réalité, le système capitaliste ou le système libéral tel qu'il existait à l'époque, qu'il existe toujours. Et forcément, quand la durabilité a commencé à être intégrée dans tous les États, ça s'est fait de manière très light, d'accord ? Le concept de durabilité, il est très mou, il est très facile à manipuler. Et ça intéresse forcément les acteurs militaires. Parce que, en plus de la politique environnementale de défense, vous avez maintenant une politique durable de défense qui existe, qui s'est ajoutée à la politique environnementale. Et comment est-ce que ça s'est produit ? Vous avez donc, je vous l'ai dit, le développement durable qui naît à l'international, qui est transcrit au niveau national par chacun des États, donc la France et les États-Unis, et ensuite transcrit au niveau ministériel par les différents, le Pentagone en l'occurrence, et le ministère des Armées, qui commencent à être contraintes de faire des politiques de défense durables. Alors qu'est-ce que ça veut dire être durable dans le monde de la défense ? C'est un peu particulier. Pour la défense, la durabilité, c'est d'abord la durabilité énergétique. C'est-à-dire que ce qui intéresse les organisations de défense quand on parle de durabilité, c'est comment consommer, qu'est-ce qu'on consomme, et finalement, est-ce que notre modèle de consommation énergétique, il est durable dans le temps ? Est-ce que finalement, le fait qu'on dépende énormément du fuel, c'est quelque chose qui est durable d'un point de vue opérationnel ? Donc là, vous voyez déjà qu'on est très loin du développement durable ou des questions environnementales. On a une traduction extrêmement opérationnelle de l'enjeu. Et c'est une deuxième chose, c'est est-ce que nos équipements aussi sont durables ? Est-ce que finalement, les équipements militaires que nous avons aujourd'hui, ils ne vont pas finalement avoir des matériaux que l'on ne pourra pas traiter et nous exposer donc à des problèmes de démantèlement, de recyclage des matériaux. Donc quand vous regardez ce que produisent la défense du point de vue de la durabilité, c'est principalement de la réflexion sur comment consommer mieux, comment consommer sûr, comment consommer moins peut-être parfois, et aussi comment équiper nos équipements militaires, enfin transformer nos équipements militaires de manière à ce qu'on puisse plus facilement les démanteler dans le futur. L'expérience traumatisante en France, du point de vue du démantèlement, c'est le porte-avions Clemenceau. Le porte-avions Clemenceau a été un porte-avions qui était bourré d'amiante, en réalité, un porte-avions français bourré d'amiante, que les Français ont essayé de démanteler d'abord en France, mais ce n'était pas possible à cause des réglementations environnementales, puis en Grande-Bretagne, qui finalement n'en a pas voulu, puis aux Pays-Bas, qui n'en a pas voulu non plus, puis en Inde, qui finalement n'en a pas voulu non plus. Et finalement, pour être démantelé en Grande-Bretagne, après plusieurs mois d'odyssée médiatico-politique, qui a fait l'effet d'un électrochoc, disons, dans l'organisation de défense, en disant on ne peut plus aujourd'hui construire des équipements militaires qui seront obsolètes d'ici 20 à 30 ans et qu'on va devoir retraiter de manière très lourde d'ici 20 à 30 ans. Donc c'est aussi ça qui a provoqué ce changement de perspective. Alors comment ça se matérialise techniquement ? Comment est-ce que la question de la durabilité, elle se matérialise dans les organisations de défense ? Alors déjà, il faut savoir que la guerre a énormément changé de visage depuis les années 90. Vous avez sans doute, alors je ne sais pas si vous avez des cours ici de conflictualité armée ou autre, mais depuis la fin de la guerre froide, on est sur des conflits qui ne sont plus des conflits majeurs, même si l'Ukraine aujourd'hui nous montre que ça existe toujours. Les États-Unis ont fait l'expérience de l'échec d'une coalition en Afghanistan et en Irak. Les États-Unis ont fait aussi l'expérience auparavant du Vietnam et de la guerre du Golfe, où les coalitions n'étaient pas forcément victorieuses. Donc vous avez toute une réflexion dans les années 2000 sur, finalement,
est-ce que ces grandes coalitions, est-ce que le déploiement des forces armées sur le terrain, c'est quelque chose de viable d'un point de vue opérationnel? Est-ce que finalement on arrive à gagner en déployant des troupes à l'étranger? Et vous avez l'apparition, donc au milieu des années 2000 et par la suite, d'une nouvelle forme d'intervention militaire et de nouvelles formes d'opérations extérieures qui tournent beaucoup autour de ça, qui tournent beaucoup autour de l'emploi de drones et de l'emploi de frappes ciblées pour atteindre des objectifs dans des pays étrangers. Le président des drones aux États-Unis, il s'appelle Barack Obama. C'est lui qui va systématiser l'usage des drones pour éliminer des cibles très précisément au Pakistan, en Afghanistan et en général au Moyen-Orient, en lieu et place de ces grands déploiements de troupes qui avaient fait preuve de, pour ainsi dire, d'une inefficacité assez importante et qui étaient très décriées par l'état-major et par le public américain. Donc on est dans les années 2000-2010 sur une évolution de la conflictualité. Vous avez de plus en plus le recours à des frappes ciblées, à des drones, à des opérations spéciales, au détriment de ce qui se faisait avant, c'est-à-dire le déploiement de troupes et des guerres traditionnelles, conventionnelles. Et dans ce contexte, la durabilité, la question de la durabilité va faire son trou, va commencer à s'insérer dans la réflexion des états-majors. Parce que la durabilité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça vous permet aussi d'anticiper vos approvisionnements énergétiques, ça vous permet d'anticiper l'évolution technologique. Et vous allez avoir ce genre de bestioles ici, des drones solaires, des drones équipés autonomes d'un point de vue solaire qui vont voir le jour, puisque les énergies renouvelables vont apparaître comme des gains opérationnels. Les énergies renouvelables, en raison de leur capacité à assurer l'autonomie de certains équipements et finalement la projection opérationnelle optimale, vont être particulièrement utilisées dans ce contexte-là, de changement de la conflictualité, redimensionnement de la force. Et vous avez donc une première utilisation, disons, opérationnelle de la durabilité dans cette stratégie qui a été renommée stratégie du light footprint. Si vous googlez le light footprint ou stratégie du light footprint, vous allez beaucoup retrouver de drones et vous allez beaucoup retrouver cette utilisation des énergies renouvelables aussi pour optimiser les opérations extérieures. Et la deuxième conséquence, le deuxième aspect de la durabilité, c'est l'indépendance énergétique. On parle beaucoup d'indépendance énergétique aujourd'hui dans le contexte de la guerre en Ukraine. Je pense que vous l'avez vu, d'accord, dans les médias, on dit beaucoup on dépend trop du gaz russe, on dépend trop du pétrole russe. Eh bien les armées, ça fait un moment aussi qu'elles se disent qu'on dépend beaucoup trop des hydrocarbures, on dépend beaucoup trop des énergies fossiles, et il serait de bon ton de réfléchir à de nouvelles sources d'énergie, puisque le coût des hydrocarbures augmente, le coût des énergies fossiles augmente, et puis tout simplement, un jour on n'aura plus nécessairement ces énergies pour assurer nos opérations. Donc il y a une réflexion qui a été entamée sur les approvisionnements énergétiques de l'armée et l'utilisation des hydrocarbures en opérations extérieures également. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut penser nos futures opérations avec de nouvelles sources d'énergie, ou en tout cas avec moins d'hydrocarbures. Et vous avez encore une fois de drôles de bestioles qui émergent de ces idées. Alors ça, c'est un projet de l'armée française qui s'appelle le projet EcoCamp, qui est un camp autonome en énergie. Autonome en énergie, c'est-à-dire qu'il produit sa propre énergie entièrement, et donc il n'y a pas besoin d'approvisionnement en fuel, il n'y a pas besoin d'approvisionnement en hydrocarbures. Ce qui fait que vous vous exposez à beaucoup moins d'attaques. Parce que par exemple en Irak, les Américains, quand ils devaient assurer l'approvisionnement en fuel, ils se faisaient régulièrement attaquer par les insurgés, et ça causait des problèmes opérationnels majeurs. Donc là, vous n'avez plus d'approvisionnement en fuel, et vous avez, grâce au solaire, une capacité de ne pas dépendre de l'extérieur. C'est un projet qui est développé par l'armée française qui doit sortir en 2025, pour tout vous dire. Mais qui est déjà en test à Djibouti et qui est déjà en test au Sahel, au Niger en particulier. Et vous avez aussi ce type de bestiole-là, qui est un Griffon, donc un équipement terrestre français qui fonctionne de manière hybride. Vous avez maintenant aussi une réflexion sur l'hybride et les moteurs hybrides et leurs avantages opérationnels, avec notamment une réflexion qui a commencé sur le fait que les équipements terrestres, la plupart du temps, on les fait tourner à l'arrêt. Donc l'hybride permet de maintenir les Griffons opérationnels à l'arrêt sans consommer du fuel et ensuite d'utiliser le fuel pour intervenir. Mais bref, en tout cas, on ne comprend pas vraiment ces innovations sans saisir plus globalement la réflexion stratégique qu'il peut y avoir en termes de durabilité et de nouvelles énergies, qui a commencé, encore une fois, j'insiste, dans les organisations de défense, dans les années 90-2000. Et peut-être dans les dernières minutes qui me restent,
les 7 minutes qui me restent, je voudrais aborder le sujet, peut-être, à mon avis, aujourd'hui, qui est dominant. Et c'est pour ça que je le mets en dernier aussi, et dans le livre aussi. Pour moi, le changement climatique est aujourd'hui le sujet qui est en priorité traité par les forces armées quand on parle d'environnement, quand on parle plus généralement d'environnement. Alors, le changement climatique, aujourd'hui, il est l'objet de doctrines à part entière. C'est-à-dire que vous avez, en France, par exemple, au ministère des Armées, une stratégie climat et défense qui existe, qui a été mise en place cette année, en 2022. Aux États-Unis également, vous avez une doctrine climatique bien déterminée, une doctrine stratégique en matière de climat bien déterminée. Donc là, j'ai mis l'exemple de l'US Army parce qu'elle est sortie cette année. Et depuis maintenant, je dirais, on dira 2007-2008, dans tous les documents de doctrine de l'armée française et de l'armée américaine, et je parle des documents de doctrine générale, vous avez un paragraphe qui est consacré au changement climatique, depuis maintenant une quinzaine d'années. Alors, pourquoi est-ce que le changement climatique intéresse autant les militaires? Bon, le changement climatique, il intéresse d'abord les militaires parce que, historiquement, ils ont également, dans leur pensée, au sein des organisations de défense, il y a des organisations chargées de la planification et de la prospective. Et ça a été, disons, historiquement, ces acteurs qui se sont saisis de la thématique climatique. On peut identifier 3 grands discours dans les organisations de défense en matière de climat. Vous avez un discours que j'ai qualifié de progressiste, un discours de l'atténuation et un discours de l'adaptation. Le discours progressiste, qui est le premier type de discours qui existe dans les organisations de défense en matière de climat, c'est un discours en termes de maîtrise du climat. On va essayer de maîtriser le cycle climatique pour nous assurer, tout simplement du fait qu'on ne sera pas impacté par les dérèglements climatiques, voire qu'on peut les utiliser à notre avantage. À votre avis, qu'est-ce que ça a pu donner comme effet, cet idéal de maîtrise du climat? Qu'est-ce que les armées ont pu essayer de faire pour maîtriser le climat? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces techniques qui sont illustrées par exemple ici? Les techniques de modification de l'environnement, ça ne vous dit rien? La géo-ingénierie, ça ne vous dit rien? Allez-y. C'est exactement ça dont je veux parler. En fait, ce sont des techniques qui ont été développées beaucoup par l'armée. C'est-à-dire que dans les années 60-70, vous avez une technique qui s'appelle l'ensemencement des nuages, qui est financée par le département de la Défense, qui consiste à faire pleuvoir de manière artificielle. Le composé qui est utilisé pour cette technique d'ensemencement des nuages, c'est l'iodure d'argent. Vous envoyez effectivement de l'iodure d'argent dans les nuages afin de provoquer des pluies artificielles. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de l'ensemencement des nuages, puisque vous ensemencez un nuage avec de l'iodure d'argent pour provoquer ces pluies artificielles. Ça a été utilisé par l'armée américaine au Vietnam, cette technique-là. Ça a été utilisé dans le cadre d'une opération qui s'appelle l'opération Popeye au Vietnam, qui a consisté donc à faire pleuvoir artificiellement donc de fortes pluies sur les positions vietnamiennes. Petit problème au Vietnam, qui utilisait des véhicules blindés lourds pour se déplacer? Les Américains. Donc ça a été assez contre-productif finalement cette histoire d'iodure d'argent, puisqu'autant les Vietnamiens évoluaient de manière assez light, finalement, sans équipement terrestre lourd, autant les Américains se sont retrouvés vite embourbés dans les pluies artificielles qu'ils avaient parfois eux-mêmes créées. Enfin, qu'ils avaient eux-mêmes créées en l'occurrence. Donc, technique qui a été rapidement abandonnée, voilà, parce qu'elle n'était pas non plus extrêmement intéressante d'un point de vue opérationnel, et qui a donné lieu d'ailleurs à une convention internationale qui est la convention NMOD, qui interdit les modifications de l'environnement à des fins militaires. Donc, en tout cas, c'est pour vous montrer que le discours sur la maîtrise du climat, il existe bien au sein des forces armées, et il existe toujours. Voilà, c'est pas parce qu'on a abandonné les techniques de modification de l'environnement que ce discours a complètement disparu. Aujourd'hui, l'armée se positionne comme un des acteurs aussi de la géo-ingénierie. Et la géo-ingénierie, c'est pas uniquement faire pleuvoir, c'est la prétention de vouloir contrôler le climat au niveau global également. Les techniques de géo-ingénierie parmi les plus connues, vous en avez une qui est le blocage des flux radiatifs solaires. Vous avez l'envoi de particules
dans l'atmosphère pour bloquer le rayonnement du Soleil et refroidir l'atmosphère, refroidir la Terre. Cette technique-là, qui est une technique qui est aujourd'hui étudiée par l'armée américaine et aussi par le gouvernement chinois, contribuerait donc à limiter le réchauffement climatique en provoquant finalement un refroidissement artificiel de la Terre. Vous avez d'autres techniques qui sont sur la captation carbone, mais tout ça pour dire que cet idéal de maîtrise du climat, cette volonté de maîtriser le climat, elle existe toujours au sein des organisations de défense. Je passe assez vite sur le discours de l'atténuation parce qu'on ne peut pas dire que les forces armées soient particulièrement en pointe en matière de réduction des émissions carbonées. Je ne suis pas ici pour vous dire le contraire. Aujourd'hui, la manière dont les armées ont trouvé de ne pas réduire leurs émissions carbonées, c'est tout d'abord de ne pas les calculer. C'est-à-dire que nous n'avons pas de chiffres aujourd'hui précis sur les émissions produites par la défense. Et quand nous avons des chiffres, ils ne concernent que les activités en temps de paix, c'est-à-dire les activités sur le territoire national. Les opérations extérieures sont très souvent omises, ou voilà, dissimulées des calculs du bilan carbone. Donc comme on n'a pas de chiffres, on a beaucoup de mal à évaluer ces émissions et à évaluer leur réduction. En revanche, on a, et c'est pour ça que je disais que c'est le discours dominant aujourd'hui, on a une vision adaptative de l'enjeu climatique qui aujourd'hui est dominante dans la réflexion des organisations de défense. C'est-à-dire que les armées aujourd'hui considèrent que le changement climatique aura des impacts, provoquera des catastrophes naturelles, provoquera des crises, que l'armée sera amenée à gérer, que l'armée sera amenée à parfois essayer de prévenir, mais le plus souvent gérer. Et si on fait un historique un peu de cette idée, disons, de anticiper les effets sécuritaires du changement climatique, on remonte à peu près aux années 90, on remonte globalement aux années 90, où aux États-Unis, sous l'administration Clinton, vous avez les premiers bureaux au Pentagone qui sont chargés d'anticiper ces effets sécuritaires du changement climatique. Je ne sais pas si vous vous rappelez qui était le vice-président de Bill Clinton. Il s'appelait Al Gore, c'est une autre génération. Al Gore qui a contribué voilà, à faire connaître le changement climatique et à contribuer à l'inscrire dans le gouvernement fédéral et qui donc a poussé énormément pour que le Pentagone s'intéresse à la question. Et au sein du Pentagone, on ne s'y est pas intéressé du point de vue de la réduction des émissions, comme je le disais, on s'y est intéressé du point de vue de l'adaptation, c'est-à-dire comment anticiper les dérèglements climatiques. Et finalement, comment est-ce que le changement climatique est devenu un objet militaire? Eh bien, historiquement, vous avez la prospective qui a connu un changement d'échelle. Donc la prospective stratégique américaine dans les années 90, elle ne s'intéresse plus uniquement aux États-Unis, mais aussi au monde, parce qu'on est dans un contexte où les États-Unis se redéploient au niveau mondial. Vous avez un changement de temporalité de la prospective aussi, c'est-à-dire que la prospective dans les années 90, ce n'est plus seulement anticiper les aléas naturels sur le champ de bataille, c'est aussi anticiper les aléas naturels sur 10 ou 20 ans. Donc le changement climatique rentre dans cette temporalité. Et vous avez aussi au sein des organisations de défense, dans les années 90, le développement des études prospectives. Les études prospectives et les prospectivistes vont être recrutés au sein des organisations de défense, notamment en France, pour anticiper les crises globales. Et le changement climatique va apparaître comme la crise globale aussi, par excellence. Et je finis par vous présenter les tendances actuelles, finalement, de cette anticipation climatique. Aujourd'hui, quand vous demandez à un responsable des forces armées qu'est-ce que le changement climatique pour vous et comment va-t-il impacter vos opérations, il vous dit que le changement climatique est un multiplicateur de menaces. Le changement climatique, dans la doctrine américaine, c'est un multiplicateur de menaces. C'est-à-dire que pour l'armée américaine, le changement climatique n'est pas une menace en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre climatique, il n'y a pas de conflit climatique à proprement parler, mais le changement climatique va venir amplifier des tensions préexistantes. C'est-à-dire que dans un contexte où vous avez des tensions ethniques ou des tensions sociales, le changement climatique va venir amplifier ces tensions, voilà, contribuer à les rendre plus saillantes. Et au ministère des Armées en France, ça a pris plus de temps, mais aujourd'hui, on est aussi dans cette approche indirecte, dans cette approche du changement climatique comme multiplicateur de menaces ou de risques. Et vous avez l'exemple le plus frappant de cette idée dans la stratégie climat et défense dont je parlais tout à l'heure, qui est sortie en 2022, où en réalité, le problème que l'on a, et le problème que l'on a en général avec cette approche, c'est qu'on peut connecter le changement climatique à presque tout. Le changement climatique devient tellement
indirecte, en quelque sorte, que le terrorisme va devenir un problème climatique, les conflits armés au sens large vont devenir des problèmes climatiques, les migrations vont devenir des problèmes climatiques, vous avez entendu parler des réfugiés climatiques, de cette thématique des réfugiés climatiques, la défense aussi parle des réfugiés climatiques, mais n'apporte pas vraiment les solutions que vous pensez apporter, je pense, au problème des réfugiés climatiques. Donc tous ces enjeux deviennent de plus en plus prégnants au sein des organisations de défense, et tout finalement devient un enjeu climatique. Ce qui pose la question, est-ce que l'on veut vraiment aujourd'hui, et c'est ma conclusion, est-ce que l'on veut que les organisations de défense deviennent des organisations climatiques ou des organisations chargées de l'environnement et du climat? Est-ce que c'est quelque chose que l'on veut dans nos sociétés? Parce que les solutions que les militaires apportent au changement climatique, que je vous ai abordées, que je vous ai présentées, sont des solutions qui posent question, bien sûr. Ce sont les solutions qui sont toujours extrêmement sécuritaires, extrêmement nationales, pas vraiment dans le multilatéralisme et pas vraiment dans la discussion globale. Et peut-être qu'aujourd'hui, si on veut continuer quand même à parler de sécurité climatique ou de sécurité environnementale, il faudrait qu'on ait une approche moins nationale, moins militaire de l'enjeu, et une approche peut-être plus écologique de la sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être, l'important, c'est pas de garantir la sécurité d'un État ou d'une nation, mais peut-être des écosystèmes au sens large. Et si vous êtes intéressé par cette idée de sécuriser les écosystèmes, protéger les écosystèmes, vous avez un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Ecological Security, où il propose ce concept de sécurité écologique, justement par opposition aux approches plus militaires et sécuritaires des problèmes environnementaux et climatiques. Comme ça, on pourrait peut-être réfléchir sur la sécurité climatique d'un point de vue un peu plus écologique et global aussi, de manière générale. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui et je vous remercie pour votre attention. Merci.